Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans la grande émission. Aujourd'hui, on va vous embarquer dans un monde totalement contemporain et moderne, le monde des youtubeurs. Mais vous allez voir que même si je parle de monde contemporain et moderne, pourtant, on va remonter le fil et le cours de l'histoire. On va remonter jusqu'où? Je sais pas, je vais poser la question à Stéphane, jusqu'où on peut remonter avec notre invité du jour? Oh là là, on peut monter très loin. Là, on était à l'évolution des tétrapodes, donc on est dans le paléozoïque, on est même encore plus vieux que le Permien dont je parlais l'autre jour. Là, on va carrément remonter au Dévonien peut-être même avant si on veut. Voilà, vous avez compris, je suis accompagné tout au long de la semaine de Stéphane Juner, justement notre spécialiste géomorphologue, paléo-environnementaliste. Oui. Tu sais que j'apprends des mots avec toi incroyables. Et tu les prononces de mieux en mieux, oui, émission après émission. Mais c'est la première fois que j'arrive à dire ta profession. Hein. Oui. Voilà, même si j'accroche un peu sur après les mes mots, études, quand j'ai pointé à la NPE, c'était embêté parce que ça rentrait pas dans les cases. Oui, ça dépend, ça dépasse. Exactement. C'est un peu ça. Et notre invité du jour, Alex qui est avec nous, Alex Bernardini, youtubeur notamment, mais youtubeur paléontologie, vulgarisateur scientifique. Ravi de t'avoir avec nous, c'est grâce à toi aussi, c'est toi qui me l'as fait connaître. Et oui, mais on s'est rencontrés par le biais de nos activités conjointes. Je sais plus comment on a fait, via Facebook ou au musée. Ou au muséum. Ouais. Alors, j'ai envie d'y aller tout de suite sur ce mot youtubeur. Youtubeur, ça veut dire tout simplement que tu es sur la toile et tu offres quoi aux gens de manière un peu courte là pour présenter rapidement? Ah ben écoute, c'est une émission qui parle de l'évolution des espèces, de la paléontologie. Et on dit youtubeur parce que principalement on diffuse sur YouTube. Combien de vidéos déjà en ligne à peu près? Entre une petite soixantaine. Oui, quand même, parce qu'en réalité, tu en sors une quasiment tous les mois. Tous les mois. Tous les mois. Depuis 4 ans à peu près. Et on va aller avec toi. Et tout à l'heure, si on a de la chance, on aura peut-être Aurore Boyard avec nous qui nous fera une chronique juridique. Et elle parlera, vous allez voir, aussi de faune et d'environnement aussi d'une manière détournée. Écoutez, commençons tout de suite la thématique. Alors, Alex, on a parlé de YouTube, mais au-delà de YouTube, tu as aussi un site web aussi sur lequel on peut te retrouver. On retrouve pas mal d'informations sur un site web où là, c'est pas que le tout, c'est pas que le côté, j'allais dire que paléontologie, dinosaures et autres. Tu vas même jusqu'à la mythologie là sur ton site web. Depuis le temps que je travaille sur son site internet, à chaque fois que j'ai une passion ou j'ai une curiosité, je me suis intéressé à quelque chose. Et donc pour le transmettre au plus grand nombre, on va dire, à chaque fois, je l'affichais. Donc, à un moment, ça a été la mythologie grecque. Donc, voilà, je dois avoir une centaine de pages sur la mythologie grecque. Puis ensuite, ça a été l'histoire de France. Idem, une centaine de pages où je retrace depuis Vercingétorix jusqu'à aujourd'hui. Puis ensuite, le système solaire. Et puis finalement, mon dada, la paléontologie. Oui. Et ton site web, finalement, là, on en parlait, là, on a une sorte de, comment on appelle ça, screenshot vidéo, là, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est en fait une saisie de, voilà, on a l'impression de se balader sur ton site web. Ce site web, finalement, donc, ça fait longtemps que tu l'as créé. Alors, en 2001. 2001, et finalement, de cette création-là, petit à petit, tu as basculé sur cette création de YouTube. Eh bien, en fait, à l'origine, c'était mon CV. C'était mon CV en 2001, parce qu'à cette époque-là, je venais de faire mon entreprise, je travaillais en freelance à l'époque. Donc, c'était mon CV, et puis j'ai rajouté des pages au fur et à mesure. Et ça a grossi, et puis 20 ans plus tard, c'est quasiment une petite... comment dire, Une grosse bibliothèque. Ah, oui, plutôt, ouais. Une grosse bibliothèque, et derrière, finalement, le YouTube arrive, et où là, par contre, je veux dire, toi, tu n'as pas de formation du tout, tu es un vrai passionné qui finalement, tellement de curiosité, tu es en lien avec beaucoup de professionnels, là, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, mais d'autres, c'est-à-dire que tu ne mets pas un seul contenu sans même, quand tu n'es pas forcément certain, ou pour enrichir l'information, sans te mettre en lien avec tous ces spécialistes-là aussi. Alors, la paléontologie, c'est une science. Et donc, il faut être assez précis, parce qu'il ne faut surtout pas dire de sottises. Donc, effectivement, dès le début, j'ai pris contact avec d'autres paléontologues, afin qu'ils me relisent, afin de valider ce que j'écrivais, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai été amené à connaître Stéphane, par exemple, où, en fonction du sujet, j'aborde des paléontologues spécialisés sur le sujet, afin qu'ils me filent un coup de main, qu'ils me donnent quelques ficelles, et tout au moins pour que j'arrive à réaliser un script qui tiennent la route, quoi, et qui ne disent pas de bêtises, surtout. Là, on voit un petit extrait d'un sujet qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et finalement, c'est quasiment la sortie de l'eau des vertébrés. C'est exact, la terrestrialisation, comme on dit. C'est l'époque où le poisson est sorti de l'eau. Bon, c'est quand même sur une trentaine de millions d'années. Hein. Finalement, c'est cette évolution du poisson au lézard ?
On peut dire ça comme ça. Le lézard, c'est un terme un peu... Réducteur. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est le tétrapode, on appelle ça, les 4 pieds. Les premiers animaux à 4 pieds, vertébrés. Hein. Ça va être le premier épisode. Et en fin de compte, ça dure quoi, une vingtaine de minutes? Oui, entre 15 et 20 minutes, oui. Et là, par contre, comme en un seul épisode, on n'a pas tout abordé, tu as d'ici une quinzaine de jours le deuxième épisode qui va arriver. C'est ça, oui. Je pense qu'il va sortir début mars, ouais. Le 8. Qu'est-ce qu'on apprend, parce que ça va être en 3 épisodes, qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ces 3 épisodes, quasiment 1 heure finalement d'échange? Eh bien, en fait, on va voir comment, au début, les poissons ont développé des membres dits charnus, des nageoires charnues. Puis ces nageoires charnues vont se développer et petit à petit, ce qu'on appelle les lipidotriches, c'est-à-dire les nageoires, quoi, vont muter et vont donner l'apparition des premières phalanges, des premiers doigts. Et au fur et à mesure, les muscles vont apparaître et ça va permettre à ces poissons de pouvoir, un peu comme les gobies, sortir de l'eau. Puis après, à travers les millions d'années qui vont passer, ils vont s'adapter et ils vont pouvoir commencer à bouger sur Terre. Et puis secondo, il y a eu une crise. Il y a eu une crise où il y a eu un grand nombre d'espèces qui sont mortes, qui sont disparues. Donc, ils ont eu besoin de sortir pour une raison qu'on ignore vraiment. On ne sait pas si c'est pour chercher de la nourriture, parce que les insectes étaient déjà sortis de l'eau, eux. Donc peut-être c'était pour aller se nourrir, peut-être c'est parce qu'il manquait d'oxygène dans l'eau, suite à la crise, qu'il y a eu une extinction massive. Hein. Enfin, il y a plusieurs hypothèses. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. C'est-à-dire que même si toi, tu vas vérifier auprès de professionnels, des fois, il y a des versions, il y en a certains qui penchent vers une version que vers une autre. C'est-à-dire que c'est aussi ces métiers-là, c'est des métiers aussi d'interprétation. Absolument, absolument. Alors là, il faudrait peut-être demander à Stéphane, il serait plus à même que moi de le répondre. Mais... C'est-à-dire c'est aussi des métiers d'interprétation selon les périodes ou selon les moments. Oui, en fonction de... quand on a des restes osseux, alors souvent c'est une question qu'on nous pose, il dit comment à partir d'un reste osseux comme ça, vous réussissez à reconstituer une créature? Ça c'est par rapport à Cuvier, c'est grâce à Cuvier avec sa loi de correspondance des organes, entre autres. L'anatomie comparée, exactement. Et là je voyais dans une des illustrations d'Alain Beneteau, c'est tiré de l'ouvrage de Jean-Sébastien Steyer, La Terre avant les dinosaures, aux éditions Belin. Mon ami Jean-Sébastien Steyer. Le mien aussi. Mon comparse, qu'est-ce qu'on a pu... Moi, c'est pas le mien. Voilà pas encore. Mais on a arpenté pas mal les terres du Var, etc. C'est un spécialiste, justement, de ces périodes-là. Et son bouquin a été traduit en plus de 5 langues. Et c'est un des auteurs qui a été le plus traduit en paléontologie, un auteur français. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Il a réédité son livre, là. Il l'a réédité, oui. Et puis Jean-Sébastien Steyer, justement... Donc la question, c'était, est-ce que l'interprétation... Et là, maintenant, tu nous fais le CV de... Non, mais justement, c'est-à-dire qu'il reprend cette thématique-là dans son livre et il explique très bien, parce que c'est un excellent pédagogue. Donc, beaucoup de gens nous disent, oulala, vous avez beaucoup d'imagination. Je dis, non, c'est pas l'imagination, c'est du travail. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est une science. Il y a de la recherche, on ne va pas s'amuser à inventer les choses. Donc, il faut savoir que quand, à partir d'un os, on reconstitue un animal, avant tout, il y a avant tout ceci, il y a des années d'études qui permettent d'en parler. Oui, j'en parle également. T'en parles, toi, dans ton bouquin, le Var, terre de géants, justement. Oui, j'aborde un petit peu ce travail dans le chapitre du fossile à la vitrine. Là, c'est en tout cas la thématique là, qu'on aborde. C'est une vidéo là, récente, mais derrière, de toute manière, si après, en forme d'épisode, on peut aller sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire des dinosaures du tout. Par exemple, la présence, j'allais dire, de notre pays comme il existe aujourd'hui, cette France, en tout cas, et même à la limite éventuellement l'Europe. Comment, finalement, ce portion de terre est arrivé? Tu as notamment une série qui est en ligne sur ça. Oui, parce qu'on a du mal à imaginer que la France, enfin tout au moins les terres de la France, ont toujours été là. Mais il y a à peu près 550, 600 millions d'années, elle était en Antarctique. En Antarctique. En fait, à cette époque-là, c'était un immense continent qui s'appelait la Rodinia, qui regroupait toutes les terres émergées. Et c'est au fur des millions d'années que les continents ont dérivé vers le nord. Petit à petit, ils se sont séparés, puis ensuite ils se sont rejoints. Donc c'est là qu'est apparu le fameux continent Pangée. Et c'est à cet endroit-là que maintenant on est sûr que la France était un endroit bien précis de ce continent Pangée. Le continent Pangée faisait comme une espèce de croissant. Et il était coupé en deux par une immense chaîne de montagnes qui faisait plus de 5000 km de long. Imaginez un peu l'Himalaya d'aujourd'hui. Et au bord de cette chaîne himalayenne, j'allais dire, cette chaîne de montagnes, au bord de l'eau, se trouve la France. Et encore, on trouve aujourd'hui encore des restes de
ces minéraux dans le stérel, par exemple. Il est mort aussi, c'est la chaîne varisque, fameuse chaîne varisque. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ces bouts de continents, en tout cas ces bouts de terre qui vont se morceler, on va en retrouver dans différents continents aussi aujourd'hui, qui ne sont pas tous présents chez nous. Et c'est ce qui explique aussi une forme, j'allais dire, de terre peut-être similaire. Ça explique la végétation derrière aussi, ça explique beaucoup de choses finalement. En regardant un zoom sur ces évolutions-là, ça explique plein d'autres choses. Alors là, ça dépasse un peu mes compétences. En ce qui concerne la minéralogie, c'est pas vraiment mon domaine. C'est-à-dire le sol, finalement, va s'adapter à certaines plantes plus qu'à d'autres. Et en fin de compte, la même forme de terrain et de sol va permettre finalement un développement de végétation peut-être similaire selon les secteurs. Oui. Et puis c'est grâce à ces fossiles-là que Wegener, en 1911, a produit sa théorie de la dérive des continents. Parce qu'on a en Afrique et en Amérique du Sud, donc déjà, ça ressemble à deux pièces de puzzle qui vont s'imbriquer. Mais en même temps, on a les mêmes fossiles de part et d'autre. Donc Wegener a établi cette théorie de la dérive des continents, disant que c'était collé, que ça s'est séparé. Mais Wegener n'a pas été le premier. Buffon déjà en parlait. Ouais. Donc, tiens, puisqu'on parle de végétation, moi j'ai peut-être envie de parler maintenant de la faune. Et ça, vous allez voir, on va en parler de manière juridique avec notre Aurore Boyard qui est avec nous. Bonjour Aurore, tu es parmi nous, je crois, en plus. Oui, et puis là, je suis la seule femme aujourd'hui. Oui, mais on est nombreux à avoir les cheveux longs, par contre, tu vois. Nombreux, que deux. Oui, excuse-moi. Voilà, il y a des parités qui se font différemment dans cette émission. Tu es la seule femme, c'est vrai. Mais quelle femme? Oui, quelle femme, tu vois, il est sympa, Stéphane. Donc toi, aujourd'hui, je veux dire, tu vas nous faire un zoom sur un événement qui est finalement, il y a un tribunal qui a comment on dit, pris une décision le 22 février dernier. Il a statué, voilà, cherchez le mot. Oui, alors c'est le tribunal correctionnel de Toulon qui, le 22 février 2021, a rendu une décision qui a fait que la préfecture du Var a fait un communiqué de presse pour en parler, parce que c'est une décision qui est très importante et surtout, là aussi, on fait un peu de la vulgarisation et on va essayer d'expliquer aux gens, parce que manifestement, la loi ne suffit pas et les rappels à la loi ne suffisent pas, que tuer des oiseaux protégés, c'est illégal et qu'on peut faire de la prison pour ça. Donc là, on est sur du braconnage. Ça a eu lieu dans quel secteur? Complètement. On est sur une affaire de capture et de destruction d'oiseaux protégés dans le cadre d'une enquête en fait qui a été diligentée par l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. Il faut savoir que cet office a exactement les mêmes possibilités que dans le cadre d'une enquête pour violence ou pur meurtre. Ils peuvent aller faire des perquisitions. Là, ils y sont allés. Ils ont trouvé énormément de pièges, une centaine de pièges pour piéger des oiseaux tels que des rouges-gorges. On est dans quelle commune quand ils trouvent ça? À l'Accro, je crois. Pardon? Ils sont à l'Accro, je crois, quand ils trouvent ces pièges. Tout à fait, voilà. Et en fait, il s'avère que c'est un braconnier qui n'en est pas à son coup d'essai, ce qui explique d'ailleurs la sévérité extrême de la décision qui a été rendue, parce qu'il a un casier judiciaire qui fait état de plusieurs condamnations pour braconnage. Donc, comme je l'avais déjà expliqué dans une émission il y a quelques temps pour les poissons, pour les oiseaux, c'est pareil. À partir du moment où on est en présence d'espèces protégées, on n'a pas le droit d'aller les chasser, ni de les piéger. En plus, quand vous voyez un rouge-gorge, on se demande pourquoi il va piéger un rouge-gorge, il n'y a rien à manger dessus. Donc, ce sont des espèces protégées, ce sont des oiseaux qui sont magnifiques. On a besoin de les préserver, puisque là, on parle beaucoup de protection de la nature dans le cadre des extinctions massives de nos espèces, qui ne sont pas liées, comme on vient de le voir avec l'histoire, qui ne sont pas du tout liées à je dirais, le fait que les continents évoluent. Non, là, on est sur une destruction massive d'oiseaux protégés qui sont faites par l'homme. La sanction a été vraiment conséquente pour marquer le coup aussi. Bien sûr, puisque apparemment, il s'est pris 9 mois de prison ferme, et surtout, comme il avait eu de la prison avec sursis auparavant, me revoilà, désolée. Comme il avait eu de la prison avec sursis auparavant, non seulement la peine de prison ferme à laquelle il a été condamné va devoir être faite, mais en plus, ils ont révoqué le sursis. Ça veut dire que c'est rajouté à la peine de prison ferme à laquelle il a été condamné, la peine de prison à laquelle il avait été condamné auparavant, mais il n'y a plus de sursis, donc il va aller en prison pour un bon petit moment. Donc là, je pense qu'ils ont voulu
à la fois par cette décision qui est une décision très forte, avec également de très grosses amendes, avec plusieurs associations de protection de l'environnement qui se sont constituées partie civile et qui ont obtenu des sommes importantes également à titre de dommages et intérêts. Elles sont 4, hein, donc il faut quand même le savoir. Donc aujourd'hui, la condamnation est très importante, tant sur le plan de la peine de prison que sur les amendes et également les dommages et intérêts qu'il va devoir verser. Je pense qu'ils ont voulu faire un exemple auprès du tribunal, et c'est normal, puisque ce monsieur est un multirécidiviste. Hein. Là, ce que tu es en train de me dire, Aurore, finalement, c'est-à-dire que par le biais aussi de cette chronique, c'est aussi une manière de communiquer aux gens, finalement, qu'aujourd'hui, voilà, le braconnage, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout voilà, la protection des animaux et surtout des animaux protégés, en plus dans une zone protégée, puisque je crois que c'était sur l'île de Porquerolles, en plus. Non, là, pas du tout. Ce sont des espèces protégées. Non, mais il avait été attrapé à quel endroit au tout départ? Ils sont allés à l'accro, donc ça se passe sur tout le territoire. D'accord, en plus. Ils piègent un petit peu partout. Je veux dire, chez nous, moi, j'ai des rouges-gorges qui viennent des fois dans mon jardin. Hein. On en a tous. En fait, ils piégeaient ces oiseaux. Non, aujourd'hui, il faut bien être clair, on n'est plus dans le français qui va être un petit peu en dehors des clous, parce que souvent, le français, il se dit « Oh là là, je suis un peu en dehors des clous, c'est pas grave, je risque une amende. » Non. On ne risque pas qu'une amende quand on fait du braconnage. Et quand on n'a pas compris, quand la justice vous a expliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois, que ce n'était pas bien ce que vous faisiez, qu'ils ont été assez sympas avec vous en vous mettant de la peine de prison, mais avec sursis, ça veut dire que vous n'alliez pas en prison. Ben là, maintenant, ils se sont montrés très fermes. Les condamnations, quand même, il faut le savoir, c'est 16 000 € de dommages et intérêts auxquels il a été condamné. Ce sont des sommes qui sont importantes. Donc, prison ferme, amende. Donc aujourd'hui, arrêtez d'être en dehors des clous. Il en va de la survie de nos espèces. Il faut, enfin, je sais pas, c'est quand même incroyable. Ben, oui, ne pars pas au combat. Là, déjà, l'information est très bien comme ça. Là, je te revois encore comme notre fameuse Marianne de l'autre jour. J'en parlais avec Delacroix. Voilà, tu es reparti au combat. Non, mais c'est vrai. Je crois que malheureusement. Aurore, il faut que je revienne en plateau. Ne m'en veux pas trop. Voilà. En tout cas, un grand merci. On te retrouve de toute manière demain, jeudi, et là où tu veux nous parler un peu plus de ton métier et ta profession d'avocat. Oui, on n'est pas Madame Irma. Bon, parfait. Voilà. Je t'embrasse, Aurore, et puis on va rester entre hommes. Je suis désolé. Au revoir. À très bientôt. Et on va revenir justement à notre sujet du jour, youtubeur, et on parlait de paléontologie et de vulgarisation scientifique avec Alex Bernardini. On te retrouve facilement sur YouTube parce que le nom de la chaîne, c'est quoi? C'est Simplex Paléo. Simplex Paléo. C'est facile, simple et paléo. On retient les deux. Et puis Simplex Paléo. Là, tout à l'heure, on a parlé, c'est vrai, de différents épisodes qui sont là, qui se suivent en série. Mais derrière, ça peut suivre avec des épisodes uniques, des points juste précis, parce que tu peux avoir des choses qui se traitent en 15-20 minutes, tout simplement. Oui. Et combien tu as de vidéos aujourd'hui? Environ 60. Une soixantaine quand même. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que ça va être ça, par exemple, on a parlé, c'est vrai, de la sortie des os des vertébrés, la France à travers des millions d'années, mais ça va être aussi l'évolution des mammifères, ça peut être des choses comme ça peut être le dinosaure carnivore qui domine le sud de la France, par exemple. Ouais, ça... Je voulais parler de ça, pourquoi? Parce que tout le monde connaît l'éternel Tyrannosaurus Rex, mais c'est quand même un dinosaure américain, quoi. Et personne n'est au courant qu'on avait notre tyrannosaure. Alors, c'était pas un tyrannosaure, c'est une autre famille. Mais c'était quand même un prédateur de 7 mètres de long, quoi. Hein. Quelque chose d'assez conséquent, quoi. Celui-là, c'est lequel qu'on a à l'image? Regarde, voilà, ça c'est une reconstitution de celui-là. Oui, c'est ça. Donc le fameux Archovenator Escotae. Oh, c'est trop dur pour moi. Mais ce qui est marrant, c'est que vous êtes 2 adultes, enfin je crois, mais cette passion, elle naît souvent de l'enfance, et je trouve que vous êtes nombreux à être passionnés justement de ces dinosaures, de la paléontologie, et tu touches un public mais complètement riche et varié. Je veux dire, tu as une vraie, le plus gros même de tes YouTube, des gens qui te suivent sur YouTube, entre 12 et 34 ans, là c'est le plus gros, quasiment une personne sur 2. Oui, c'est des jeunes adultes, on va dire. Parce que les enfants, ils aiment bien les dinosaures, mais bon, dans la paléontologie, les dinosaures, ce n'est qu'une petite partie. Il y a eu beaucoup de choses avant et beaucoup de choses après. C'est-à-dire que quand on donne un dinosaure à un enfant pour qu'il s'amuse avec, c'est faire naître une passion qui grandit comme toi, finalement. Alors, je voudrais quand même noter une chose, c'est que la dame, elle parlait de dinosaures. On ne le sait peut-être pas, mais elle parlait de dinosaures. Parce que les oiseaux, ce sont des dinosaures. Il ne faudrait pas le perdre de vue. Ça ne fait pas très longtemps qu'on le sait,
Mais maintenant, on le sait. Donc il faut savoir que quand on voit un oiseau, on peut parler de dinosaures. Oui, parce que les dinosaures, ils sont carnivores et ils ont évolué pour donner les oiseaux. Et pour rebondir sur ce que tu disais, les conférences que je donne sur la paléontologie, sur les dinosaures ou en général la paléontologie, dans mon public, je n'ai quasiment pas d'enfants, je n'ai que des adultes. Que des adultes. Alors souvent, on me dit, tiens, tu vas donner une conférence, ça va plaire aux enfants. Alors déjà, une part, ça m'énerve parce que c'est réducteur. Et d'autre part, j'ai dit non, il faut arrêter. Ça intéresse les adultes. Et je n'ai que des adultes à ces conférences. C'est-à-dire que c'est d'une passion d'enfant, on a envie d'aller toujours un peu plus loin, comme tu as fait toi. Et aujourd'hui, tu partages finalement toutes les connaissances que tu as acquises tout au long de ces années avec ce public-là. Et il est extrêmement nombreux parce que tu as des centaines de milliers de gens qui te suivent sur Internet. Si je te dis, par exemple, les reconstitutions 3D, c'est ce qu'on a vu avec le fameux dinosaure, mais c'est ce que tu fais aussi, que tu partages. Alors, le fait d'avoir rencontré des paléontologues pour travailler sur mes scripts, ça m'est arrivé de vouloir reconstituer des animaux parce que je ne trouvais pas d'image ou autre. Et donc un jour, j'ai fait une reconstitution et j'ai demandé à un paléontologue de me dire si j'étais bon ou pas. Et quand il a eu ce travail, il m'a dit « Mais écoute, ça te dirait qu'on travaille ensemble ?» Donc, ça a commencé comme ça. Et donc, il m'envoie des photos d'un fossile, parce que lui, c'est un Français, mais il travaille en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc, il m'a envoyé des images de fossiles que j'ai récupérées sur mon écran, et j'ai commencé à sculpter autour de ce fossile, en 3D. Donc, à chaque fois, je lui envoie, il me dit là où ça va pas, et on travaille et on avance, jusqu'à qu'on arrive à réaliser quelque chose qui devait ressembler à la créature dans ces temps anciens. C'est un travail vraiment très intéressant, quoi. C'est vraiment très intéressant. Et le mot que tu dis très intéressant, je me dis, tiens, est-ce qu'on va retrouver une vidéo où tu nous montres ce travail d'évolution, où tu le partages avec la personne ? Oui, j'ai même fait 2, je crois, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises que ce paléontologue fasse appel à moi pour agrémenter son papier, sa publication, qui fasse une reconstitution de l'animal pour qu'on ait une image un peu plus... qu'on comprenne de quoi ça... Parce que quand on voit un fossile, ça ne parle pas à tout le monde, alors qu'une reconstitution, ça parle à tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que cette passion-là que tu as aujourd'hui et que tu partages, c'est aussi parce que gamin, tu aurais voulu avoir ça aussi, et quelque part, tu as cette envie de le partager avec d'autres, parce que ça t'a manqué aussi, gamin, de ne pas avoir ce genre de choses. Évidemment, moi, quand j'étais jeune, j'ai grandi avec pas mal d'émissions comme ça qui enflammaient mon imagination, quoi. Et c'est un peu ce que je recherche à faire aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir transmettre cet engouement. Parce que quand je lis le bouquin de Steyer, qu'on a parlé, La Terre d'avant les dinosaures, moi quand j'ai lu ce bouquin, j'avais la cervelle en ébullition. Parce que, bon, c'est richement illustré par Alain Beneteau, mais en plus, tout ce qu'il vous raconte, le gars, vous avez la cervelle qui carbure à 200. Vous dites, c'est pas possible que ça soit passé comme ça dans le temps. C'est fou quand même qu'on sait qu'un poisson, il est sorti de l'eau, le poisson c'est devenu un amphibien, l'amphibien il s'est divisé, c'est devenu d'un côté un reptile, puis l'autre côté c'est sont devenus des mammifères, et tout ça pour arriver à un rouge-gorge à l'accro. Voilà. Et des primates de l'autre côté. Et réaliste. Tu avais envie de réagir, j'ai l'impression. Oui, depuis tout à l'heure je suis comme ça. Je voulais parler d'une collection, rapidement, d'une collection de rudistes, de fossiles, qui cherchent un espace pour être exposés. Alors les rudistes, ce sont des bivalves que l'on retrouve essentiellement dans le Var, dans le bassin du Bossé, du Crétacé, donc entre 100 millions d'années et 80 millions d'années. Et dans le Var, il y a la plus belle collection de France, qui a été exposée pendant très longtemps à la Maison du Terroir du Patrimoine à la Calière d'Azur. On voit là quelques images ici. Et cette collection, actuellement, elle est gérée par une association qui s'appelle GIPS et qui, malheureusement, ne peut plus l'exposer parce qu'elle n'a plus de local. Et donc, elle cherche désespérément un local dans le Var pour pouvoir mettre cette collection à disposition du public, du plus grand nombre, car c'est la plus belle collection de rudistes de France. Donc ce sont des coquillages qui formaient des barrières de récifs, pour simplifier. Au Bossé, il y a plus de 80 millions d'années. Et donc, s'il y a une commune française, enfin varoise, pardon, le Var, une commune varoise qui est intéressée pour avoir une magnifique collection à présenter au public, il faut qu'elle contacte Alix Nourissa, dont on a le mail qui s'affiche à l'écran. Alix.nourissa. Voilà, merci Sébastien, extraordinaire Sébastien. Donc, n'hésitez pas, vous avez une collection clé en main dont vous pouvez disposer. Alors, c'est un prêt, c'est pas un don, et qui sera exposé au public.
Et cette collection, que tu le rappelles, c'est une collection qui a été trouvée à... Tout ça, ça a été trouvé à quel endroit? Ça a été trouvé dans le bassin du Bossé par Claude Durueda, qui est malheureusement décédé. Et donc, c'est un héritage varois. Oui, qui est le plus finalement, beau de si ça se France. retrouvait dans la zone communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, Bossé, Cadière d'Azur, Ça serait pas mal. Mais après, bon, on peut... Castelet, Evenos et autres. Voilà, ou dans bien le sinon, ça peut secteur. être à Fayence. Sanary, Bandol, oui, ça C'est- peut être sur tout le secteur. L'essentiel, c'est qu'elle soit exposée au public pour que les gens puissent s'approprier ce patrimoine qui est le leur. Bon, je vais lui donner un coup de fil en sortant de l'émission, si tu veux. C'est quand même fou de savoir qu'il fut un temps, on était sous les eaux ici. C'est pour ça qu'on trouve autant d'ammonites. Mais on risque d'être sous les eaux là si on n'écoute pas le générique et que c'est la fin de l'émission, tu vois. Donc Simplex Paléo pour retrouver Alex Bernardini sur YouTube, en vidéo, avec toutes ces histoires qui vont nous faire remonter dans l'histoire. Pour toi, c'est le Var, Terre de Géant, Stéphane Giner, et puis alex.nourissa@hotmail.fr pour la collection de Rudiste. Et puis moi, mon numéro de téléphone est le... Non, je plaisante. Bisous à tous, à très bientôt.